Dans un monde où tout avance à 1000 à l'heure, où on enchaîne crise après crise, on me pose très souvent la question: qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du marché de l'immobilier? Est-ce qu'il est devenu impossible de faire de bonnes affaires? On va explorer en détail ces questions, mais c'est pas tout. Si tu es investisseur ou tu veux devenir investisseur immobilier, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Pour éliminer toutes les fake news de la machine à café, on va commencer par un point clair. Quelle est la tendance globale du marché? Pour cela, nous allons voir le point de vue de Charles Marinakis, qui est le président de Century 21. Tout d'abord, on peut se poser la question du ralentissement du marché de l'immobilier. On a clairement vu sur le dernier trimestre 2022 une difficulté généralisée pour l'obtention des prêts immobiliers à cause du taux d'usure. Cela a baissé le nombre de transactions sur la période, mais qu'en est-il réellement? Les phénomènes observés au cours du deuxième semestre 2022, vous savez, il y a eu ce retournement de marché au début de l'été ou à la fin de l'été, en fonction des observateurs, se confirment. Cela fait des années que l'on nous parle d'une crise de l'immobilier, que l'immobilier ne peut pas continuer à monter sans cesse. Mais en tant que professionnel de l'immobilier, est-ce que ce ralentissement était prévu? Donc, vous voyez là, il y a un véritable ralentissement. C'était, j'allais dire, pas prévu, mais prévisible. On l'avait anticipé, encore une fois, dès la fin de l'année 2022, et les premiers chiffres de janvier ne font que confirmer cette tendance. Cette tendance qui s'accompagne, et ça c'est, alors je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais je le considère comme tel, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est l'ajustement des prix qui était une impérieuse nécessité pour arriver à débloquer un peu ce marché qui se télescope. Doit-on penser que cette baisse des prix est une bonne chose pour le marché de l'immobilier? Au final, n'est-ce pas juste un phénomène de régulation classique, comme l'immobilier en a déjà connu au cours de son histoire? Est-ce que le marché ne revient pas tout simplement à la raison? Ce marché, il a une faculté incroyable à s'autoréguler depuis la nuit des temps, et que selon l'expression que j'aime bien utiliser, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et donc là, le marché, et pour le coup je vais vous emprunter votre expression, revient à la raison petit à petit, est en train de se réguler. On va donc vers une réelle baisse des prix selon les données des transactions sur la fin de l'année 2022 et le début 2023. À quel pourcentage de baisse doit-on s'attendre? Il faudrait, pour être tout à fait transparent avec vous, et on peut le prouver arithmétiquement si on fait un petit travail sur la hausse des taux de crédit, il lui fallu que le marché baisse de 12%. Voilà, je ne pense pas qu'il baissera de 12%, mais il faudrait qu'on soit le plus proche possible des 10 et que j'extrapole assez facilement entre, j'avais dit 5 à 7, j'aimerais redire 7 à 8. On va faire maintenant un point sur la situation économique de la France. La France est endettée à 115% de son PIB, soit environ 3 000 milliards d'euros. Avec les taux d'intérêt qui remontent, cette dette se creuse encore plus vite. Et les intérêts de la dette devraient dépasser la croissance d'ici 2 ans. La charge de la dette devrait être à 70 milliards d'euros à l'horizon 2027. En gros, le gouvernement va encore devoir trouver des solutions pour augmenter ses recettes, et ça, c'est pas bon pour nous. Par contre, ils vont également tout faire pour que l'économie reparte à la hausse, et on va le voir un peu plus loin dans cette vidéo. Mais le gouvernement va probablement revenir en arrière sur certains durcissements au niveau du financement. La situation économique nous amène à la troisième partie sur le pouvoir d'achat immobilier. Les prix de l'immobilier ont augmenté durant les dernières années et la baisse des taux d'intérêt a été un facteur important par rapport à cette augmentation. C'est une simple projection mathématique qui illustre tout ça. Ce que l'acquéreur ne met plus dans le coût du crédit, logiquement, il devrait simplement l'économiser. Mais en fait, il va se permettre de mettre plus dans son projet d'acquisition. Ce qui a permis aux premiers acquéreurs de faire de très bonnes affaires tout en n'y connaissant pas grand-chose. Puis, le marché s'est régulé et les vendeurs ont augmenté leurs prix. Au final, ce que les acquéreurs n'ont pas mis dans le coût du crédit, ils l'ont mis dans le bien immobilier en direct et donc les prix ont connu une belle augmentation. Maintenant, depuis le dernier trimestre 2022, les taux d'intérêt remontent et cette hausse des taux s'est accélérée sur le premier trimestre 2023. Ça veut dire en clair une baisse du pouvoir d'achat immobilier pour le particulier qui doit avoir recours à un emprunt bancaire pour acheter son bien immobilier. De 1% en janvier 2022, le taux moyen sur la durée de remboursement de 20 ans se situe désormais à 3% hors assurance de prêt immobilier. Donc, tout d'abord, on en a fini avec l'argent gratuit et ça pour un petit moment. Un crédit immobilier de 200 000 euros sur 20 ans coûte aujourd'hui environ 66 000 euros d'intérêt contre 20 000 euros fin 2021. Les taux ont quasiment triplé en un an, ce qui alourdit le coût d'un projet immobilier. Et à salaire équivalent, l'acquéreur va donc devoir revoir le prix d'acquisition de son bien et potentiellement passer d'un 50 mètres carrés à un 40 mètres carrés. Car pendant ce temps, les prix, eux, ne baissent pas encore, ou alors pas de façon significative. Car il y a un temps important de réaction
du marché. Il s'agit d'un secteur lent à réagir, alors que l'augmentation des taux a, elle, été violente sur le début de l'année 2023. Donc, on se retrouve face à des acquéreurs qui ont peur de se lancer et des vendeurs qui veulent continuer à croire que leur bien immobilier va prendre de la valeur. Malheureusement, pour les acquéreurs qui doivent réellement passer à l'action, plus ils attendent et plus leur pouvoir d'achat va se creuser. On va donc de ce côté-là vers une situation de blocage avec un marché qui devrait se ralentir. Un peu comme sur les marchés financiers, la psychologie des foules va entrer en scène et seulement quelques personnes vont tirer leur épingle du jeu. On va voir en détail comment vous allez pouvoir tirer profit de la situation dans la dernière partie de cette vidéo. Passons maintenant en revue l'augmentation des taux d'intérêt d'emprunt. Comment ça marche et quel est le réel impact pour les semaines, voire les mois à venir? L'augmentation des taux d'intérêt est une nécessité pour les banques, car on ne peut pas continuellement avoir des taux d'intérêt d'emprunt si éloignés des OAT. On peut voir sur le graphe que l'écart entre les taux directeurs et les taux d'emprunt diminue, et cela est une obligation sur leur durée pour que les banques puissent reconstituer leur marge. Maintenant, il faut bien comprendre un élément important dans la balance. Les taux d'emprunt des crédits aux particuliers devraient être encore plus élevés si les banques n'amortissaient pas la hausse des taux auxquels elles-mêmes empruntent. Malheureusement, puisque ces dernières ne gagnent presque rien sur les crédits immobiliers, elles prêtent en conséquence peu. Et il est donc compliqué d'obtenir un accord de prêt. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a seulement un an. Encore une fois, chaque difficulté peut être retournée comme un avantage si on maîtrise toutes les règles du jeu. Petite précision, le taux OAT à 10 ans est le taux fixe auquel l'État emprunte sur 10 ans. Maintenant, quelle influence a ce taux OAT à 10 ans sur les taux immobiliers? En France, l'OAT 10 ans fait figure d'indice de référence pour l'évolution du marché du crédit. En effet, les titres de dette émis par un État sur le marché financier sont considérés comme les placements les plus fiables. Lorsque vous sollicitez votre banque dans le cadre d'un projet immobilier, celle-ci va de son côté emprunter de l'argent à long terme sur le marché interbancaire. Elle pourra ensuite vous prêter une somme d'argent à un taux d'intérêt fixe calqué sur le taux de l'OAT 10 ans. Plus ce dernier augmente, plus les taux fixes des crédits immobiliers proposés par votre banque sont élevés et inversement. A noter que cette dernière vous prêtera des fonds à un taux nécessairement plus élevé que le niveau de l'OAT et ce pour deux raisons. Raison numéro 1, le risque que vous ne remboursiez pas l'argent emprunté est nécessairement plus élevé que s'il s'agit d'un État. La raison numéro 2, car la banque va chercher à réaliser une marge commerciale sur l'opération afin, bien évidemment, d'être rentable. Revenons maintenant à des considérations vraiment terre à terre autour de l'offre et la demande sur le marché de l'immobilier. On pourrait s'attendre à un scénario où il va y avoir toujours autant de biens en vente sur le marché. La première partie de ces biens en vente concerne l'effet de vie. Première partie, les personnes qui meurent, qui décèdent. Il n'y a aucune raison que le nombre de décès diminue. Deuxième partie, les personnes qui divorcent. Et là, avec un climat économique difficile, cela pourrait au contraire augmenter les tensions dans le couple. Et sachant que le sujet des finances est un sujet qui peut amener des conflits importants, on pourrait donc avoir le nombre de biens immobiliers mis en vente suite à un divorce qui soit stable, voire qui augmente. Les personnes âgées qui doivent partir en maison de retraite et qui ont besoin de financer ce coût supplémentaire. Aucune raison d'avoir une évolution significative de ce côté-là, sauf à la limite à ce qu'il y en ait plus. Maintenant, à la limite du côté des jeunes actifs qui auront acheté un premier bien immobilier et qui ensuite se mettent en couple ou changent de région, il pourrait y avoir un sujet, car c'est une population qui va avoir besoin de revendre à minima au prix auquel ils ont acheté le bien immobilier. Car souvent, ils ont un prêt immobilier assez important, voire un 100%, voire un 110%. Donc eux, ils pourraient soit repousser la mise en vente, soit être sur des prix non alignés avec le marché. Et en plus, des prix qui seront non négociables. La liste est longue, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que le nombre de vendeurs devrait continuer à être identique, voire à augmenter pour ceux, par exemple, qui voudraient se débarrasser d'un bien en pensant qu'ils pourraient perdre beaucoup plus dans quelques mois ou années. Par contre, il devrait clairement y avoir moins d'acquéreurs sur le marché. Une partie des potentiels acquéreurs va se voir être éjectée car on ne rentre plus dans les conditions minimum pour acquérir le bien espéré. Difficile de s'être projeté dans un 2 pièces de 40 mètres carrés et finir dans un studio de 25. Et d'autres acquéreurs vont se retirer temporairement du marché en attendant les jours meilleurs. On va revenir à nos cours d'économie et une notion assez triviale, l'offre et la demande, qui détermine le marché. L'offre et la demande déterminent le libre-échange comme quasiment aucune autre grandeur. Si l'offre est supérieure à la demande, les prix chutent. Inversement, une offre insuffisante entraîne une augmentation des prix et les consommateurs ne peuvent plus se permettre d'acheter le produit souhaité. Dans le cas de l'immobilier,
cela a été plus ou moins gommé avec la baisse des taux d'intérêt sur les dernières années. C'est-à-dire que les prix ont augmenté, mais pour un même salaire, plus les taux ont baissé, plus le montant que l'acquéreur pouvait emprunter a augmenté. Donc cela a été relativement équilibré. Dans les deux cas, le marché s'autorégule généralement. Le rapport exact apparaît clairement lorsqu'on représente l'offre et la demande dans un même diagramme. Pour conclure sur cette partie, selon le baromètre épargne et placement BPCE au DIREP, seulement 21% des Français jugent le moment favorable pour acheter. C'est un seuil très inférieur au plus bas atteint, 27%, en avril 2020 lors de la crise sanitaire. Encore une fois, cela est un excellent signe pour les acquéreurs malins et qui maîtriseront réellement l'ensemble des paramètres. Nous sommes obligés de parler de la réforme sur la rénovation thermique des logements qui pourrait secouer ce marché dans les mois à venir. La réglementation énergétique en France est en train de passer de l'information et de l'incitation à la contrainte et à la pénalisation. Dans l'immobilier locatif, dès 2025, 650 000 logements nécessiteront des obligations de travaux, puis 1,7 million en 2028. Au total, 5 millions de logements étiquetés F et G les plus énergivores seront concernés. Alors il y a un problème de base qui est qu'une grande partie de ces logements concernent des personnes aux revenus modestes et qui vont donc voir leur facture augmenter considérablement pour se chauffer. Et cela va peser lourdement sur leur pouvoir d'achat global. Au niveau de l'impact sur le marché de l'immobilier, certains propriétaires vont se dépêcher de vendre pour ne pas avoir à faire eux-mêmes les travaux, quitte à accepter de grosses négociations de la part d'un vendeur prêt à supporter les travaux. C'est clairement un point qui va aller dans le sens des acquéreurs dans les mois à venir, toujours avec le même concept de psychologie des foules et de pression médiatique avec des BFM, Capital ou autres médias d'information. Revenons à une notion qui a fait beaucoup de bruit sur la fin de l'année dernière, le taux d'usure. Le taux d'usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils vous accordent un prêt. Bruno Le Maire, les banques en ce moment disent qu'elles n'arrivent plus à prêter, à accorder des prêts immobiliers car les taux d'intérêt de ces prêts remontent plus vite que le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum qui inclut le prêt et tous les frais annexes. Le marché de l'immobilier, on le sait, est en train de se gripper aujourd'hui. Est-ce que vous allez réformer ce taux d'usure qui est un peu complexe mais important pour les banques et pour tous ceux qui veulent emprunter? Vous avez parfaitement raison, Marc Fauvel, il est essentiel pour définir le taux auquel vous pourrez emprunter pour acheter votre logement. Et le problème, c'est que ce taux d'usure a été révisé approximativement tous les 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous risquez d'avoir un taux trop haut ou trop bas. Là, nous avons décidé avec le gouverneur de la Banque de France que le taux d'usure, désormais, serait modifié tous les mois en fonction du niveau de l'inflation pour être au plus près possible des demandes des emprunteurs et des demandes des banques pour favoriser le crédit immobilier et permettre aux emprunteurs d'emprunter plus facilement. Je reconnais bien volontiers qu'il y a eu ici ou là des blocages sur l'accès au crédit. Je sais très bien que ça a pénalisé beaucoup de nos compatriotes qui disent mais on ne pouvait pas avoir un crédit, la banque refusait, c'est le taux d'usure qui était trop bas, il faut le relever. Et bien là, nous aurons des modifications mensuelles, ça permettra d'être au plus près de la demande des emprunteurs. C'est très important pour nos compatriotes. À partir de quand ça va changer? Ça change dans les semaines qui viennent et ça va permettre à nos compatriotes d'avoir accès plus facilement au crédit immobilier. De plus, il crée aujourd'hui une inégalité, selon moi en tout cas, par rapport à des éléments discriminatoires comme l'âge ou l'état de santé de l'emprunteur. La règle est simple. Le taux annuel effectif global, TAEG, c'est-à-dire le coût total du crédit, intérêts, éventuels frais de dossier, assurance, etc., ne peut pas être supérieur au taux d'usure. On voit donc que le taux de l'assurance va jouer un rôle crucial dans cette période où les taux d'emprunt et taux d'usure sont très proches. Et donc on voit bien que plus on prend de l'âge, et plus un élément injuste va nous pénaliser. Car on ne peut pas lutter contre le taux de l'assurance du prêt qui augmente avec l'âge, alors même que nos revenus augmentent aussi. Vous pourrez être refusé même avec un taux d'endettement de seulement 20%. Alors, il y a quand même une réaction du gouvernement comme on a pu le voir, et cela va permettre au fur et à mesure, je l'espère en tout cas, de corriger cette anomalie. Enchaînons sur une autorité devenue célèbre, le Haut Conseil de stabilité financière. Vous avez beaucoup entendu parler ces dernières années du HCSF. Il s'agit de l'autorité macro-prudentielle française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but de préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Le changement majeur apporté sur les derniers mois est de ne plus pouvoir dépasser un taux d'endettement de 35%, sauf dérogation de plus en plus difficile à avoir. On a pu le voir à plusieurs moments dans cette vidéo, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas dans le sens d'un marché immobilier serein. Plusieurs catégories d'acquéreurs vont se retirer du marché pour une certaine période. Alors je ne dis pas que cela est pertinent, bien au contraire, et je t'en dis plus dans la dernière partie de cette vidéo. Maintenant,
le gouvernement a besoin d'un minimum d'activité sur le marché de l'immobilier, car il entraîne avec lui plusieurs professions. Agents immobiliers, notaires, promoteurs, artisans, pour citer les premiers concernés. Et également, quelques taxes bienvenues pour l'État dans cette période compliquée pour lui. On peut rappeler que les frais de notaire sont constitués à 79,1% de taux directement dans les caisses de l'État. Donc si le marché de l'immobilier ralentit significativement, le premier acteur qui va le ressentir sera l'État. Cela est une très bonne chose pour les investisseurs immobiliers. Le ministère de l'économie va mener des travaux d'évaluation avec la Banque de France, le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, et l'ensemble des acteurs concernés afin de revoir les normes établies par le HCSF concernant les conditions d'octroi des prêts immobiliers, et ce d'après le journal Les Échos. Voilà les critères que Bercy réfléchit à assouplir pour relancer la production de crédit. Concrètement, on pourrait avoir des taux d'endettement maximum qui dépasserait légèrement la limite actuelle de 35%. Concernant la durée d'emprunt, on pourrait passer de 27 à un peu plus, peut-être jusqu'à 30 ans maximum. En tout cas, une réunion est prévue en juin avec Bercy et les principaux acteurs du secteur. Elle pourrait consacrer ces changements. Face à la frilosité des banques, Bercy réfléchit à assouplir les règles. Doivent-elles être assouplies ? C'est en tout cas la décision attendue et espérée par beaucoup de prétendants à un bien immobilier pour qui les portes du crédit se sont en train de se refermer. Mais, comme vous avez pu le voir, cette décision va aussi impacter positivement un grand nombre de professionnels qui pourraient se retrouver en très grande difficulté sans un assouplissement de certaines réglementations. Alors, est-il possible d'assouplir ces conditions? C'est ce que Bercy veut savoir. Et la prochaine réunion du Haut Conseil aura lieu en juin. Il y aura peut-être un effort afin de faciliter le crédit tout en protégeant les emprunteurs et éviter qu'ils ne s'endettent trop pour leur logement. Peut-être aurons-nous du coup une exception pour les investisseurs immobiliers qui ne viennent pas s'endetter pour une résidence principale, mais qui vont créer de la richesse grâce à cet emprunt. On a passé en revue les paramètres principaux qui vont déterminer l'avenir du marché de l'immobilier, mais qu'est-ce que cela va changer pour les investisseurs immobiliers en 2023? Si on se place côté acquéreur, les semaines à venir vont être très intéressantes, car nous allons avoir moins de concurrence. Par contre, ceux qui vont rester sur le marché seront sûrement aussi assez armés. Donc, moins de monde, mais plus de qualité. Et il va falloir agir de façon professionnelle. Il ne sera plus possible d'investir comme un loisir vite fait. Il va falloir vraiment comprendre son marché et les différents paramètres, dont ceux que l'on a vus dans cette vidéo. La partie de la négociation va être cruciale afin de mettre la pression du côté du vendeur. Pour cela, rien ne change par rapport aux années précédentes. Il va falloir trouver les bons leviers face aux différents vendeurs. Chaque question a son importance pour amener l'autre là où on le souhaite. Pendant qu'en quelques temps, les prix ne vont pas refléter le marché réel, car une partie des vendeurs va vouloir croire que l'on peut encore augmenter les prix sans aucun souci. Maintenant, comme dans toute crise, il va y avoir des inégalités. Il y a fort à parier que les zones les plus aisées, comme Paris ou les grandes villes, connaîtront une baisse beaucoup moins importante et surtout une remontée beaucoup plus rapide, comme cela a été le cas en 2008. On voit que dans les zones rurales, les prix ne sont jamais remontés à la différence des 50 plus grandes villes françaises. Donc vraiment attention à vos acquisitions. Et une négociation de 30% n'est pas quelque chose d'irréaliste aujourd'hui, surtout si vous avez bien en tête les deux principes suivants. Numéro 1, vous devez vous protéger face à une baisse prévisible. Et numéro 2, ajoutez à la loi de l'offre et la demande une belle négociation pour amener le vendeur devant une évidence pour lui. Baissez le prix ou restez avec son bien. Si vous avez aimé cette vidéo, alors la vidéo que j'ai réalisée avec Arnaud Guyot sur les astuces principales pour monter un dossier de financement efficace devrait vous plaire. Je vous la mets autour de cette vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!